Jean-Christophe Notin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, écrivain et vous publiez Les Guerriers de l'Ombre, c'est chez Talandier. Vous avez recueilli 13 témoignages exceptionnels d'agents de la DGSE, des espions. Moi, je pensais que ça n'existait pas. Si, ça existe. Il y en a au moins 13. Ce sont alors des James Bond, j'allais dire des James Bond à la française, sauf que dès le début du livre, vous dites attention. James Bond serait un très mauvais agent secret. Il ne serait sûrement pas embauché à la DGSE. Pourquoi ? Certainement pas. Ce sont même des anti-James Bond. James Bond, tout est issu de sa vie. Vous connaissez son nom, son activité. Il se réclame tout de suite comme membre du MI6. Le but du clandestin, c'est de passer totalement inaperçu. Donc que ce soit dans sa tenue, dans son activité et dans sa vie quotidienne. Donc c'est exactement le contraire de James Bond. Et l'agent secret ne tue pas. Il doit ramener de l'information, vous dites. Et une fois de plus, il faut qu'il passe le plus inaperçu possible. Donc tuer, détruire, ça laisse des traces. C'est signant, comme ils disent. Donc il ne faut surtout pas. C'est surtout pas le boulot de ce service-là. Alors, pour partir en mission, il faut passer inaperçu. Et là, vous employez deux mots que j'aimerais que vous nous expliquiez. Vous dites il faut travailler sa légende et avoir une couverture. Alors ça veut dire quoi ? Ce sont les deux mamelles de la clandestinité. La légende, c'est s'inventer une nouvelle vie. Donc un nouveau nom, une nouvelle adresse, de nouveaux hobbies, vraiment légitimer votre fausse vie. La couverture, c'est s'inventer une nouvelle activité, un nouveau métier qui va vous permettre d'exercer à l'étranger sans dire que vous êtes membre de la DGSE. On va dire par exemple, je suis journaliste et je viens faire un reportage en Irak, etc. Alors vous pouvez le dire, hein, c'est une couverture qui a pu être utilisée dans un ancien temps. À l'heure actuelle, il y a pléthore de couvertures. Alors quand on s'invente une légende, ça veut dire quoi ? On s'invente une femme, mais on peut vérifier sur Internet, on s'invente une école où on a été, on s'invente des... Exactement, c'est toute la complexité de la clandestinité aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'Internet. Il va falloir justifier d'une véritable adresse. Donc il va falloir vraiment que le clandestin, avec sa fausse identité, aille louer un vrai appartement avec sa fausse adresse. Donc à lui de justifier des quittances de loyer précédentes, de justifier un salaire. Tout ça, c'est très compliqué. Et donc après, justifier également s'il est marié avec quelqu'un de sa vraie épouse, est-ce qu'il a de vrais faux enfants. Vous pouvez vraiment tout inventer. Le but étant vraiment que ce soit le plus plausible possible. Et il faut jouer ce rôle comme un acteur. En permanence. Et vous racontez, il y a Patrick. Racontez, Patrick qui est au fin fond de la Somalie face à un chef de guerre qui a la gâchette facile. Donc il raconte sa légende. S'il y a une perle de sueur, une goutte de sueur qui perle sur son front, il se dit, je peux y passer. Patrick, ancien chef du service clandestin, veut rencontrer... C'est un faux nom, hein. Bien entendu, c'est un pseudonyme. Ouais. Donc il veut rencontrer le général Aidid, qui était le chef de la rébellion somalienne à l'époque. Évidemment, il ne va pas le voir escalité, je suis membre de la DGSE, donc sous une couverture. Et donc il se retrouve trimballé au fin fond d'une cave d'une ville africaine, dans une table entourée de gens bardés d'armes. Il m'avait décrit la scène avec donc vraiment des cartouchières, etc. Et donc le général Aidid, en train de scruter ses papiers, est en train de lui dire « Toi, mon coco, tu es en train de me raconter des fadaises ». Et donc évidemment à Patrick de jouer le jeu. Il dit « Mais non, bien entendu, je suis ce que je vous dis ». Donc là, il raconte sa légende. Il déroule sa légende, il déroule sa couverture, et ça a marché puisqu'il en est revenu. Alors si on est démasqué, là, il avait des chances d'y laisser sa peau, mais qu'est-ce qui se passe si on est démasqué ? Est-ce que l'État français vous abandonne ou il vous vient en aide ? Alors normalement, l'État n'abandonne pas. Non, l'État n'abandonne jamais. Le but, même arrêter... Mais le gouvernement n'ira, là, comme dans les séries, vous avoir envoyé en mission. Non, ce sont des fonctionnaires de l'État, donc l'État va les rechercher. Le clandestin a pour but, là aussi, de dérouler la légende et son couverture. Donc même arrêté, il va dire mais non, je n'appartiens pas à la DGSE. Si au bout d'un certain temps, hélas, sa couverture est dévoilée, là, il y a toutes des procédures pour que l'État soit au courant et intervienne. Alors, vous avez bien expliqué qu'un agent secret, son rôle, c'est de ramener de l'information et non pas du tout de tuer des gêneurs. Comment fait-on pour ramener de l'information ? Comment fait-on pour qu'une source se confie à vous et vous donne cette information précieuse que vous pourrez ensuite ramener au patron à Paris, à la DGSE ? C'est jouer sur la nature humaine. Donc il y a le fameux MICE, l'acronyme Money, vous achetez la source, E, Ideology, vous jouez sur l'idéologie. C, Compromission, mais en fait le chantage, et I, l'ego. L'ego étant l'arme de prédilection. Il y a 4 façons de faire parler quelqu'un. Modo, ce sont vraiment les... Monnaie, donc je lui donne de l'argent, tu parles. Idéologie, alors ça c'était pendant du temps des soviétiques. Oui, surtout. Oui. Vous appartenez au bloc de l'Est, mais un jour peut-être vous allez passer à l'Ouest. C'est des questions de grandes questions. Chute, voilà. Donc aidez-nous à amener le capitalisme, etc. Le chantage, la compromission, alors ça, c'est j'ai les clichés compromettants de vous avec une
enfin bref... C'est une méthode de prédilection l'adultère. ex-soviétique, et peut-être encore un peu russe, donc de mettre de jolies filles ou de jolis hommes dans le lit de quelqu'un et ensuite de le faire chanter vis-à-vis de sa famille. À propos, il y a 13 espions que vous avez interrogés, il n'y a qu'une seule femme. Oui, c'est assez représentatif de la proportion des femmes dans ces services. Et pourquoi? On en manque de femmes? Ce serait utile qu'il y ait davantage de femmes espions? Oui, parce que le but de ce service, c'est d'être un échantillon de la société française. Donc le plus de femmes vous avez, le mieux c'est, parce qu'elles peuvent permettre de remplir certaines couvertures et d'accéder à un certain type de renseignements. Donc c'est pas du tout que le service soit fermé, c'est qu'il peut y avoir peu de candidatures féminines, c'est hélas le cas, c'est un héritage un peu historique. Alors comment devient-on agent secret? Est-ce qu'on vous fait passer des tests d'abord? Oui, alors donc vous êtes, en l'occurrence pour le service clandestin, vous êtes soumis à une batterie de tests, à la fois psychologiques. On est approché d'abord, on dit tiens, il a un profil intéressant. Oui. Généralement, le chef du service clandestin a accès au dossier de candidature des gens qui veulent candidater à la DGSE, donc repère des compétences particulières, lui dira, lui, il nous intéresse. Est-ce que vous voulez bien vous soumettre à quelques tests, voir si vous voulez faire le vrai, ce qu'il a appelé le vrai boulot d'agent secret. Et alors là, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Spy Game, mais l'un des tests, c'est exactement comme dans le film avec Brad Pitt. On vous dit, alors racontez la scène. C'est un test assez universel. Donc l'instructeur amène le candidat à ce service clandestin au pied d'un immeuble. Il lui dit, tu vois le 3e étage, et bien dans 10 minutes, il faut que tu y sois avec un verre d'eau à la main et que tu me fasses coucou. Voilà. À toi de te débrouiller et tu as tes minutes. Voilà, parce qu'il faut être capable de se débrouiller en toute situation. Improvisation, etc. Pourquoi est-ce que ces gens acceptent de devenir agents secrets? Parce que c'est très ingrat comme métier. Au fond, on est dans la clandestinité toute sa vie. Alors c'est ingrat évidemment en termes de notoriété, puisqu'ils ne vont pas pouvoir raconter ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, c'est au sens littéral du terme. Mais c'est quand même un boulot fantastique. Quand même, comme ils disent, ils bravent l'interdit, ils ont l'impression de faire ils n'ont pas du tout l'impression, ils font un métier que très peu de personnes font. Donc c'est quand même très gratifiant, c'est une passion. C'est d'ailleurs leur moteur premier, c'est la passion de faire ce métier-là. Est-ce que leur entourage, est-ce que quand on est espion, est-ce que son conjoint, est-ce que ses enfants savent? Papa, il est espion? Non. Non. Alors, les enfants en général, non, parce qu'il y a toujours le danger que ça fuite à l'école. Ouais. Ça peut être, hélas, ça peut arriver. Hein. En général, le conjoint est au courant de l'appartenance à la DGSE. Juste ça. À l'extrême limite, pour les membres des services clandestins qui sont vraiment engagés dans des conditions extrêmes, la personne va lui dire je pars dans tel pays, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est ce qui explique ensuite les éventuelles tensions dans les couples. Oui, tensions dans les couples, puisque vous racontez, c'est encore Patrick qui dit. Un jour, on est confronté à un génocide, en gros, et le lendemain, on apporte 3 croissants à son épouse. Comment? Non, ces agents-là sont soumis à des batteries, là aussi, de tests psychologiques. Il y a un SAS, des psychologues qui les suivent. À l'époque de Patrick, ce n'était pas le cas. Donc, il rentrait d'un génocide en Afrique. Il a passé d'ailleurs plusieurs années dans ces pays-là. Et en effet, le lendemain, il se retrouve avec sa femme qui lui dit va m'acheter le petit déjeuner, ou alors on a un problème à la voiture, va réparer le moteur. Et la personne est obligée d'encaisser. Tous les pays ont des services d'agents secrets comme cela? Non, c'est vraiment c'est l'élite des services de renseignement. C'est lesquels ont la France a un bon service d'agents secrets? Oui, un des top. On est vraiment dans le top 5, je dirais. Avec, évidemment. Donc les Anglais, évidemment, les Russes, les Israéliens, les Américains. Voilà. En tous les cas, c'est passionnant. Ce sont 13 témoignages, donc évidemment avec de faux prénoms. Dans ce livre, Les guerriers de l'ombre, c'est chez Talandier. Merci beaucoup, Jean-Christophe Notin. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. François Bayrou va-t-il être écarté du nouveau gouvernement? Le ministre de la Justice se retrouve sous pression après la démission de Sylvie Goulard, la ministre des Armées, rattrapée par l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Remaniement, coup de chaud à l'Élysée ».